Eh bien, salut à tous, c'est Ganin Gesfer et bienvenue dans ce 9e ou 10e numéro du podcast. Quelle importance ce format est voué à mourir comme la saison du VAFC. Vous connaissez le principe, on va passer en revue les actus les plus chaudes de votre club préféré, une petite revue historique, on prendra des nouvelles de nos anciens joueurs, un petit débat sur la fin de saison du VAFC, et pour finir, une interview d'un supporter auxerrois qui va vivre une fin de saison intéressante, contrairement à d'autres. Pas d'actu de la division cette semaine suite à un problème technique. On pense aux journalistes de la Ligue 2 qui, de fait, se retrouvent dans une situation compliquée. Vous l'avez peut-être remarqué, Julien, le présentateur habituel du podcast, est absent. La séparation des Daft Punk a été la goutte de trop pour notre présentateur préféré. On lui souhaite bon courage dans cette cure de désintox. Julien absent, certes, mais heureusement pour vous, je ne serai pas seul. Ça serait quand même de la merde. Je serai accompagné des voix les plus connues du Hainaut aujourd'hui. Monsieur François, qui a préparé sa désormais rubrique culte VA à l'ancienne. Salut François. Salut. Et Monsieur Maxence, qui nous donnera des nouvelles de nos ex. Comment ça va ? Donc, on va commencer, messieurs, en quelques mots. Comment vous sentez-vous après ces 2 échecs en coupe et en championnat ? Soulagé, parce que j'en pouvais plus des gens qui se cachaient derrière les erreurs d'arbitrage pour justifier nos échecs. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience et que les gens ont enfin vu les vraies limites de l'équipe et ont arrêté de croire en une chimère au classement. Donc tant mieux, parce que si ça avait perduré jusqu'à la fin de saison, on n'aurait pas pu bien reprendre la contestation. Mais là, je pense que tout le monde s'est réveillé. Il a fallu 2 belles claques contre Rodez et contre Metz. Mais bon, les claques ont réussi à réveiller tout le monde. Donc tant mieux, on aura peut-être quelque chose de constructif pour cette fin de saison. Je suis d'accord pour le championnat, mais bon, à la coupe, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'était le FC Metz en face, grosse équipe, mais on pouvait quand même avoir des clés, des cartes à jouer pour ce match. On voit que Baptiste Guillaume loupe pas penalty, je trouve ça un peu dommage de ne pas y avoir assez cru. On a pris un but et derrière on s'est fait enchaîner, quoi, malheureusement. Ce sera pour une année prochaine. Donc, bah oui, merci messieurs. Donc, évidemment, c'est une fin de saison qui va être intéressante. Donc, du coup, en 3 semaines, il s'en est passé des choses. Une gifle à Clermont, une victoire à l'arraché contre Toulouse, une élimination en Coupe de France et une auto-humiliation à Rodez. 11 buts encaissés en 3 semaines pour un seul marqué. On ne pouvait pas rêver mieux si on voulait enterrer les derniers espoirs de vivre une fin de saison intéressante. Et encore, là, on ne parle que du côté sportif. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet par VNews, qui sera présenté par moi, du coup. Cette semaine dans VNews, de l'extra sportif, des bruits de couloir, des banderoles, des rassemblements après 18h. En résumé, des infos qui, comme Théo Pernard, vont vous mettre sur le cul. Donc évidemment, ce ne sont que des rumeurs, mais aujourd'hui, VA ne vit plus que par des rumeurs. On va parler d'Ismaël Doucouré. Donc, si le corps de cette saison n'est pas encore tiède, on parle déjà de la saison prochaine. Et on parle aussi de transfert puisque le jeune Ismaël Doucouré serait sur les tablettes de 2 gros clubs européens. Les enchères auraient même déjà commencé. Ça vous surprend, messieurs ? Surpris, non. C'est Doucouré, c'est un joueur à fort potentiel. 17 ans, qui a déjà beaucoup de matchs de Ligue 2, là, quand même, cette saison. Il joue de plus en plus avec les blessures, Covid, etc. Donc non, c'était normal qu'il allait recevoir des offres. Maintenant, je serais curieux de voir combien et où, surtout, il pourrait s'en aller. Et je sais pas, avec Edith je suis pas trop confiant sur le prix. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai cru voir passer qu'il était sélectionné en équipe de France et surclassé en U19. Ou je raconte n'importe quoi. Non, c'est ça. Ouais, donc non, c'est quand même une belle reconnaissance de son potentiel. Après, il faut pas non plus qu'il perde trop la confiance avec cette défense, on va dire, perfectible sur les derniers matchs, parce que là, comme tu le rappelais, 11 buts encaissés. Et notamment, il est fautif sur 1 ou 2 buts, donc il ne faut pas non plus que la fin de saison en roue libre de Valenciennes lui brise les ailes, même si je pense qu'il a largement le potentiel pour passer outre et trouver un club pour progresser, quoi. C'est sûr que c'est pas Valenciennes qui va atteindre le prime de sa carrière. Et il y a d'autres joueurs qui ont atteint leur prime en quittant VA. On pense à Touzard et plus récemment Fugini, dont on n'arrête pas de parler en ce moment. On va parler d'un autre joueur, c'est Julien Masson. Donc c'est encore une autre rumeur, mais Julien Masson, le fantastique Julien Masson, ne serait plus dans les plans du coach Guégan pour cette fin de saison et serait invité à quitter le club au prochain mercato. Donc après Damien Perkis, Gaëtan Harib, c'est encore un joueur apprécié des supporters qui se retrouve indésirable. Décidément, à Valenciennes, on aime respecter les joueurs appréciés du public.
est-ce que cette info vous inspire, cette rumeur? Bah déjà, faut resituer la rumeur. C'est sorti sur un compte Twitter qui a l'habitude de sortir des bonnes infos, mais aussi l'habitude d'en sortir des complètement à côté de la plaque. Donc à ne pas prendre pour l'argent comptant, mais si c'est vrai, il faudra quand même ouvrir le dossier de la gestion de groupe d'Olivier Guégan. Parce qu'on se rappelle qu'il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, il avait fait des pieds et des mains pour que Masson reste, il voulait en faire son capitaine, etc. Et là, sortir qu'en plus il sort de 2 blessures, qu'il compte plus sur lui et qu'il est sur la liste des transferts, ça me paraît très culotté. Mais vu ce que Guégan fait parfois avec son groupe en ce moment, ça me surprendrait pas trop. Donc à voir si ça se confirme. Et si ça se confirme, c'est assez problématique pour moi. Je pense pareil, puisque... Et puis surtout par qui tu vas le remplacer, Masson, parce qu'on sait très bien on va devoir vendre aussi d'autres joueurs, et moi ça m'étonnerait pas de voir partir aussi, notamment un Di Liberto. Donc maintenant, j'attends, je suis curieux de voir. Ça m'étonnerait quand même que Guégan puisse se passer d'un joueur comme Julien Masson. C'est pas n'importe qui quand même, il a quand même beaucoup d'expérience en Ligue 2 à 22 ans, si je me trompe pas. Ça me paraît compliqué. Je dis pas que je n'y crois pas, mais en tout cas, j'attends d'en savoir plus. Et pour en revenir sur la gestion la gestion des joueurs d'Olivier Guégan, on peut aussi parler de Laurent Dos Santos, qui a été placardisé, puis là, comme contre toute attente, est retourné dans le groupe, a été reconvoqué. On peut parler de ça, puis Maxence, fais-toi plaisir, parle de la titularisation de Théo Pelnard, je sens que t'as des choses à dire là-dessus. Ouais, bah voilà, on sait très bien que Théo Pelnard, il a pas été dans le groupe pendant un match, si je me trompe pas, il a toujours sorti des performances plus que moyennes, et là, d'un seul coup, le mec titularisé dans un match qu'on considérerait comme important, puisque le coach avait dit qu'il fallait absolument gagner 2 matchs pour rester en course aux 5 premières places. Franchement, ça m'a choqué pour le coup, parce que Ali Abed sort des très belles performances, il était dans une très bonne forme, et là, t'as un joueur en très bonne forme, tu le mets remplaçant pour un mec qui était même pas convoqué au match d'avant. Enfin, je trouve ça ultra étrange. Surtout quand tu te souviens qu'à Clermont, il avait préféré mettre Mathis Piccolo que Pelnard titulaire, donc assez interrogatif sur cette gestion du côté gauche, mais bon, on verra. On verra donc. Donc on va finir par une dernière news. On va parler d'Edis Dieck pour pas changer. Ah. C'est une info relayée par le collectif Nova et confirmée par plusieurs sources. Notre cher Eddy National serait donc viseur du préfet. Après un rassemblement de plusieurs personnes le soir de Valenciennes Paris FC, la direction aurait invité des proches et partenaires du club pour assister au match en VIP. Et après le match, bien sûr, ils se sont fait un petit gueuleton des familles. La préfecture aurait fait part de son mécontentement au club, d'autant... Donc oui, les invités ont eu droit à un repas en VIP. Et pendant ce temps-là, les supporters abonnés attendent le remboursement des matchs depuis fin octobre, date à laquelle on n'a pas pu aller au stade. Ça, vous avez des choses à dire, je pense. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors déjà, comme tu le soulignes bien, l'histoire des remboursements, parce qu'on voit que Monsieur Islik, pour ne pas le citer, a sorti une interview où il disait ne pas avoir eu le temps de gérer le remboursement des avoirs. Donc s'il pouvait prendre un peu moins de temps pour bouffer en VIP, un peu plus de temps pour rembourser les gens qui attendent ça, ce serait pas mal. Et ensuite, dédicace quand même à notre ami Schlisser, Monsieur Peter Schlisser, qu'on voit tout le temps sur les vidéos d'après-match, sans masque dans les vestiaires. On imagine que du coup, il y a un test PCR qui a été effectué avant chaque rencontre et qu'il était négatif pour se permettre ça, parce que sinon, c'était quand même une atteinte grave au protocole de la LFP, ça ferait pas trop, quoi. Clin d'œil. Clin d'œil. Non mais oui, c'est un scandale de toute façon, ce truc de restauration et de justement d'avoir laissé venir des gens qui n'avaient rien à voir avec le match. Moi je suis assez choqué par ça, je me dis quand même que des mecs... les mecs qui peuvent pas venir au stade, au bout d'un moment, tu peux pas laisser passer ça sans rien dire, quoi. Les mecs en profitent sur ton dos, limite, et tu peux pas laisser ça sans rien faire, quoi. Donc, je comprends pas. Pour moi, il devrait y avoir plus de réactions par rapport à ça, parce que je trouve ça très grave. Ouais, puis parce que même au-delà du fait que eux ils peuvent y aller et pas les supporters, faut aussi replacer ça dans le contexte sanitaire. Il y a les réa qui sont à 120% dans les Hauts-de-France. Donc voilà quoi, si on pouvait éviter de faire un cluster alors que c'est clairement interdit de faire ça, ce serait quand même pas mal. Surtout qu'à l'heure où on tourne ce podcast, on est sous la menace d'un confinement. Bref, on va pas rentrer dans les détails sanitaires, on n'est pas épidémiologiste. Donc bah, c'est la fin de V-News, on va passer à la rubrique suivante, Valenciennes présentée par François, et aujourd'hui tu vas nous parler de Valenciennes Le Havre.
C'est ça, Valenciennes, Le Havre, le 22 mars 2008. Donc, comme d'habitude, je commence par vous donner la compo valenciennoise du classique. Bento, Mater, Bisevac, Schmitt, Tiennet, 16, Sanchez, Lacour, Danic et Sebo. Que pour les plus attentifs d'entre vous, vous verrez que c'était bien Sebo titulaire et non d'Archeville, car il s'était blessé à l'échauffement. Coup dur pour Valenciennes, qui était 15e à l'époque, donc il avait quand même entamé sa remontée au classement. Et Le Havre, qui était carrément lanterne rouge pour le coup. Mais c'est les Havrais, comme d'habitude à Valenciennes, on se chie dessus face aux petites équipes, qui ouvriront le score à la 23e minute avec un centre foiré qui finira par être un centre de génie repris de la tête par Francard. Mais à la 38e minute, on égalisera, car sur un centre de Mater, 16 va couper la trajectoire au premier poteau. José 16 et Jonathan Lacour assez intenables sur ce match. Ils ont donné beaucoup de travail à Revaux. Et Antoine Comboiré aura une idée de génie, Antoine Comboiré qu'on salue, qui s'est imposé au Parc des Princes dimanche dernier, puisqu'il va remplacer Sebo par Johan Odel. À partir de là, tout va changer pour Valenciennes, puisqu'à la 75e minute, Pujol va obtenir un coup franc que Jonathan Lacour va transformer de manière somptueuse. Je pense que tout le monde se souvient de son but, une enroulée du droit dans le petit filet de Revaux, mais bon, c'est Valenciennes à cette époque tout le temps. Dès qu'on mène, on se chie dessus. Donc Hanin égalisera à la 82e minute sur une bourde de Nicolas Pinto. Il faut quand même le dire, il ne couvre pas son angle au premier poteau et il n'a plus qu'à pousser au fond. Mais bon, moment d'anthologie à la 92e minute où une passe sans aucune conviction en profondeur est balancée vers Odel, et il y a une mésentente entre Revaux et Sambou, puisque le défenseur pense que le gardien va la prendre et le gardien pense que le défenseur va la dégager. Odel surgit et met le bout de son pied, et ça fera 3-2 pour Valenciennes, qui finira du coup provisoirement 11e du championnat, qui remontera. Et pourquoi j'avais envie de parler de ce match ? Parce que c'était le dernier but de Jonathan Lacour avant l'attentat de Kader Mangane. S'il nous écoute, Kader Mangane, qui n'hésite pas à aller se faire foutre. Et du coup, je voulais rendre hommage à Jonathan Lacour, qui vraiment était il était en pleine bourre, comme on dit chez nous. Et c'est dramatique ce qui va se passer juste après. Et donc voilà, c'était la remontée de Valenciennes. Je pense que la saison d'Archeville, tout le monde s'en souvient, et c'était un vrai bonheur cette deuxième partie de saison où, avec d'Archeville, Lacour, etc., on a remonté petit à petit au classement et on faisait même partie des meilleures équipes sur la phase retour de tout le championnat. D'autant plus que la blessure de Lacour, dans mes souvenirs, est survenue une semaine plus tard, la semaine suivante. C'était à Rennes, mais je sais pas si c'était la semaine plus... Ou je sais pas si c'était juste après ou pas, mais c'était en hiver, donc ouais, il y a moyen. C'était dans un court laps de temps. Ensuite, tu vas nous parler d'un joueur, c'est Paul Sauvage. Ouais, Paul Sauvage, donc né le 17 mars 1939, donc pas franchement une bonne année pour naître, mais quand même dans la Creuse, pas franchement un bel endroit pour naître, mais quand même. Formé au FC Limoges de 1957 à 1960, donc Limoges, pas non plus la plus belle ville de France, mais bon, ça va. Il rejoint Reims en 1960, et messieurs, vous savez bien que Reims en 1960, il y avait Piantoni, Juste Fontaine, Raymond Coppa pour ne citer que. Et il sera donc champion de France avec Reims en 1962, donc un Valenciennois avec du palmarès, c'est assez rare pour être souligné. Il y restera 4 ans et malheureusement assistera au crépuscule de cette équipe légendaire qui sera reléguée en D2 en 1964. Donc il aura connu les dernières heures du stade de Reims tout en haut du football français, on va dire. Mais sachez qu'il a participé au tout premier Euro de l'histoire du foot européen en 1960. Il aura eu 6 sélections en tout. Donc j'adore vous faire tester votre culture générale. Est-ce que vous pouvez me dire le pays dans lequel s'est déroulé le premier Euro de football ? Premier Euro ? J'ai la Coupe du Monde, mais l'Euro... l'Italie ? Larry, tu dis quoi ? Angleterre. C'était la France. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle place a terminé la France ? 8e de finale. Quoi que si tu dis la place, non, c'est que c'est les 3 premiers. 3e. Harry ? Ok Google. Non, je sais pas. 4e. Et qui a gagné la compétition ? L'Italie. Portugal. C'était l'URSS, donc un 0 pointé pour nos chroniqueurs valenciennois. Merci d'être venus. Putain, qui est con. Non, l'URSS, décidément, bref, 1964-1967, donc Paul Sauvage ira à l'USVA, puisque à chaque fois je dis au VFC, mais non, c'est l'USVA, excusez-moi. Et en 1965, il réalisera une performance puisqu'il inscrira un quadruplé face au Racing Club de Lens pour une victoire 6-1, l'époque où Valenciennes infligeait des PLS à toute la région et même à toute la France. Donc il a joué avec Maznaghetti et Bonnel et il était là pour la fameuse campagne de Coupe de France. Beaucoup disaient que sans sa blessure de Sauvage, Valenciennes aurait sans doute gagné le championnat.
regret éternel. Peut-être que si Monsieur Sauvage ne s'était pas blessé, Valenciennes aurait une ligne à son palmarès. Nous ne le saurons jamais. En tout cas, une fin de saison tranquille en amateur à Langon, à Limoges et à Bergerac. Bon, c'est pas non plus incroyable. Mais en tout cas, si on fait le bilan de sa carrière, donc 6 sélections en équipe de France, 250 matchs joués pour 81 buts en club. Donc, un bilan plus qu'honorable. Merci François pour cette rubrique toujours aussi passionnante. Donc on va passer à la rubrique suivante. Donc évidemment il n'y a pas d'actu de la division cette semaine. Donc je vous propose de directement passer, de reprendre des nouvelles de nos anciens joueurs. Et pour ça on va écouter Maxence. J'espère que vous êtes prêts parce que des anciens joueurs, on en a eu beaucoup qui ont joué ce week-end et on commence directement en France puisque l'AGIA a fait 0-0 contre le Paris FC. Gauthier était titulaire mais malheureusement il n'a rien changé au match nul et vierge. L'USLD s'est imposé 2-0 contre Niort. Joris Romy il était titulaire mais il n'a pas été décisif. Grenoble a fait 1-1 contre Pau, titularisation de Loïc Nestor mais match nul à cause d'un but concédé à la dernière minute de Pau du coup, pas de Pau. Le Stade de Reims a fait 1-1 contre Lyon et Younis Abdelhamid était titulaire. Le SCO d'Angers a perdu 1-0 contre l'ASS, mais match difficile pour Angelo Fegini et ses partenaires qui n'ont jamais trouvé la solution. Ensuite, on a un ancien qui a fait un match intéressant et qui a mis un but, c'était lors de la victoire 3-1 de l'OM contre Brest, puisque c'est Lilian Brassier qui a inscrit le but égalisateur de Brest. Donc ça fait plaisir de voir Lilian Brassier marquer. Rennes s'est imposé 1-0 contre Strasbourg, pas de Valenciennois titulaire côté RCSA, mais une entrée à la 18e minute de jeu pour Magic Coris. C'était une blessure de Diallo, malheureusement pas de but pour le RCS. Lens a fait 2-2 contre Metz, donc un match très très important pour la course à l'Europa League et match nul entre les deux équipes. Jean-Louis Leca était titulaire. Ensuite, on va passer en Belgique. Antwerp a gagné 4-2 contre Courtrai, match difficile pour Teddy Chevalier et ses partenaires, mais ils s'imposeront une semaine après 2-1 avec un but et une passe décisive justement de Balotelli. Bruges a gagné 3-0 contre Jules Waregem, donc une défaite nette et sans bavure pour l'équipe de Jean-Luc Dompé. Si on part en Angleterre, j'ai une petite question pour vous, j'espère que vous êtes prêts. Qui, depuis le 6 mars, est de retour sur les terrains de Championship en Angleterre? Un ancien Valenciennois. Carlos Sanchez. Ah, il est fort. Du côté de Watford, du coup, c'est Carlos Sanchez qui a enchaîné 2 victoires. Une victoire 1-0 contre Nottingham Forest et une victoire 2-1 contre Cardiff City. Donc, très bon retour pour Carlos Sanchez pour l'instant. Et on a une victoire 1-0 pour Isaac Mbenza et ses partenaires contre Q-Pyre, donc avec Dorsfield. Ensuite, si on part en Allemagne, on a Leipzig qui a fait 1-1 contre Francfort, match nul pour Upamecano et ses partenaires, et en plus il s'est blessé à la 28e minute. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Dortmund a gagné 2-0 contre le Hertha Berlin, une défaite pour les hommes de Lucas Tosar qui était titulaire. En Italie, défaite 3-2 de l'Hellas Vérone contre Sassuolo, Adrien Tameze était titulaire aussi. Et du côté de la Grèce, on a l'Aris Thessaloniki de l'Inseroz qui a gagné 1-0 sur un but de Konstantinos Mitroglou. Mais bon, la performance du week-end, on l'a tous retenu et Sif en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est tout simplement Antoine Comboiré. Pour une fois, c'est pas un joueur, mais c'est un coach. C'est Antoine Comboiré qui a été retourné le PSG 2-1 au Parc des Princes avec le FC Nantes. Et en plus, on peut noter la titularisation d'un ancien Valenciennois, Nicolas Palois, côté Canaries. Merci Maxence pour ces nouvelles qui font toujours plaisir. Et j'ai envie de dire à Jean-Luc Dompé, chais. Donc pour finir, bon, cette semaine il n'y aura pas de débat parce que il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, on n'a rien préparé. Donc je vous propose de passer directement à l'interview d'un supporter de la GIA, en la personne de, dis-moi si je me trompe, de Patata GIA. Panelka GIA. Panelka GIA, j'étais presque. C'est pas... J'étais presque, mais c'est pas ça. Donc en quelques mots, vous avez de quoi vous parler, messieurs? Non, comme d'habitude, dans l'interview, quoi, on présente rapidement la saison de la JOCR, où on leur a demandé ce que c'était la bonne cette fois-ci pour la GIA, qui a longtemps flirté avec l'eau, mais qui a jamais su accrocher une place en barrage. On a parlé de Furlan, qui divise, notamment dans sa gestion des jeunes, et puis on a pris des nouvelles de Gauthier Hein aussi, l'ancien Valenciennois. Donc ouais, non, c'est sympa, c'est toujours sympa pour avoir une petite idée du match qu'on va jouer samedi. Après, je pense que plus grand monde en a quelque chose à taper de nos matchs en championnat, mais bon, si jamais vous voulez avoir un avant-match pour préparer votre pari en sport ou votre MPG, ça peut servir. Très bien, donc on va écouter tout ça. Bonne écoute. Et donc on se retrouve avec Panenka GIA, Léo de supporter de la JOCR. Donc pour commencer, Léo, est-ce que tu peux te présenter, notamment présenter donc ton rapport avec la GIA et ta chaîne YouTube?
Du coup, bonjour à tous. Effectivement, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Panenka-JA. Je fais des débriefs, par exemple, des matchs de la JA. Je présente aussi d'anciens joueurs dans une petite série, on va dire, qui s'appelle JA Legends. Et puis également, j'ai eu l'honneur, on va dire, de réaliser un interview pour le moment, en espérant qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Du coup, pour revenir au football un peu plus actuel, la GIA est en difficulté en ce moment. 2 victoires lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Tu penses que ça s'explique comment? Ça s'explique comment surtout? Alors, il y a plusieurs entre guillemets hypothèses. Déjà, on a pas mal surperformé à un moment. Alors, entre octobre, novembre, décembre, c'est vrai qu'on carburait bien. Après, Jean-Marc Furlan est réputé pour faire travailler ses équipes et qu'il y ait une préparation physique et qu'en fin de saison, ça déboule. Apparemment, il y a une grosse préparation lors de la trêve hivernale. Après, on a vu qu'il y a eu un vrai coup de moins bien. Les joueurs étaient moins bien physiquement. On a eu aussi un manque de réussite, je pense. Un match contre Caen où on domine tout le match, puis on se prend un but à la fin. Pareil contre Grenoble, où on se fait remonter à 2-2. Voilà, il y a eu plein de faits comme ça. Et puis, il y a eu aussi les joueurs qui avaient plus de mal. Michael Le Bihan, par exemple, qui a eu une longue série de disettes. Et puis, c'est entre guillemets une méforme générale qui dure depuis début janvier. Et donc, quand on regarde le classement, on voit se profiler un duel avec le Paris FC pour accrocher la 5e place. Est-ce que pour toi, la GIA a les moyens cette saison d'aller chercher les barrages ou est-ce qu'il manque encore quelque chose à cette équipe? Oui, je pense qu'il y a les moyens. On a quand même, je trouve, un effectif assez solide, même si je pense qu'il manque un petit peu de profondeur au niveau des remplaçants. On a montré, en tout cas pendant une bonne partie de la saison, qu'on était quand même une bonne équipe qui tenait la route. Et puis quand je vois le calendrier que va avoir le Paris FC, je me dis voilà, en plus on a fait un match contre eux qui est un match qui donne un petit peu de l'espoir, parce que malgré le 0-0, on fait quand même c'est sûrement notre match le plus abouti dans le jeu depuis début janvier. Alors voilà, on a de l'espoir. Personnellement, j'ai de l'espoir pour la suite, et je pense en tout cas qu'on peut aller chercher ce top 5, même si bien entendu il faudra concrétiser, on va dire, ce coup de mieux, on va dire, par des victoires et par des points. Et justement, moi, depuis quelques semaines, je constate que sur Twitter, sur Internet en général, on voit une hype Furlan débarquer, toi qui nous en parlais juste avant. Mais justement, qu'est-ce que pense un supporter de la GIA, Jean-Marc Furlan? Alex Agia nous disait à l'aller que justement, il me semble qu'il faisait pas assez confiance aux jeunes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors là-dessus, je suis entièrement d'accord. Pour moi, la meilleure illustration, c'était un match contre Amiens. Il me semble on fait un partout, et c'était il y a quelques semaines. Je crois que c'est Mathias Autrette qui est pas là. On a on a en plus une grosse méforme en attaque. Et Jean-Marc Furlan met 2 joueurs offensifs sur le banc alors qu'on a énormément de mal. Et le reste, tout le banc est vraiment très très défensif avec des joueurs comme Souprayen, comme Coef. Voilà, je vous laisse imaginer ça en attaque. Et il fait même pas jouer il met même pas un petit jeune. Par exemple, le petit Nicolas Mercier qui est régulièrement appelé en équipe de France, Sinayoko qui est le meilleur buteur avec la CFA, il les appelle pas alors que on en aurait eu sûrement besoin. Et puis voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'il fait pas confiance aux jeunes, surtout que c'est quand même dans le nom, hein, l'association de la jeunesse auxerroise, et que c'est un fondamental du club. Et voilà, c'est vrai que là-dessus je suis un petit peu fâché avec lui, on va dire. Et du côté d'Auxerre, on retrouve un ancien Valenciennois, enfin un ancien Messin prêt à Valenciennes, Gauthier Hein. Qu'est-ce que tu penses? Nous, on a un peu l'habitude de prendre des nouvelles de nos anciens. Qu'est-ce que tu penses de Gauthier Hein? On sait que quand même, il y a beaucoup de concurrence à son poste, à Auxerre, avec des joueurs de qualité, enfin Autrey, Dugimon, etc. Comment il va, Gauthier? Alors, moi personnellement, j'aime bien ce qu'il fait. C'est vraiment une petite boule d'énergie. Il est vraiment... il a une bonne technique, etc. Malheureusement, il est beaucoup trop irrégulier. Il peut faire une super rentrée et le match d'après titulaire où ça va être un petit peu moins bon. Alors, il est assez inconstant, on va dire. On avait à peu près le même constat avec lui à Valenciennes. Ouais, ça s'est pas amélioré.
Et du coup, on ne sait pas encore qui composera le 11 titulaire de la JOCR, mais selon toi, est-ce qu'il y a un joueur à surveiller du côté de la JOCR pour notre match? Mathias Autrette. C'est lui qui aurait pu Mathias signer à Autrette, tout Valenciennes. simplement. Faut savoir, il a pas été là pendant un mois environ. Ça se trouve, ça fait un mois, j'ai pas les dates, parce qu'il avait une petite blessure à l'adducteur. Il est revenu lors du dernier match contre le Paris FC. Il a été bon pendant 50 minutes parce que, faut savoir, après, il était fatigué. Et bah, c'est les 50 minutes où la JDA a super bien joué. Et non, c'est vraiment, je pense, l'un des joueurs à suivre, ou en tout cas le joueur à suivre, même si, bien entendu, il y en a d'autres. Mickaël Le Bihan qui m'a l'air de revenir qui m'a l'air de pas revenir trop mal. Mais oui, voilà, c'est Autrette, en tout cas dans les joueurs offensifs à suivre, c'est vraiment lui. En tout cas, comme le rappelait Maxence, Mathias Autrette qui a failli signer à Valenciennes, mais on lui a préféré Moussa Goel. Et on rappelle aussi son coup franc magnifique à l'aller, pleine lucarne, où Auxerre a cadré un tir et ça a suffi pour faire un partout, le type de joueur qu'on aimerait bien avoir à Valenciennes mais que nous n'aurons jamais. Bien, après cette petite digression, la question cliché pour finir, est-ce que tu aurais un pronostic pour le match de samedi? En sachant que Valenciennes va pas très bien, même si votre point fort c'est le domicile, je taperais sur un petit 0-1 avec un vieux but à la 88e minute. Et du coup, ce serait un but de qui? Allez, Gocho qui rentre. Bon, bah, on espère que ça ne se produira pas, même si bon, on te cache pas que du côté de Valenciennes, on est déjà en vacances. Hein. Là, on a 9 matchs amicaux qui nous attendent et puis après, on bouclera tranquillement la saison. Mais là, pour l'instant, on va juste boucler ce podcast et on va te remercier une nouvelle fois, Léo. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, voir notamment le débrief du match de Valenciennes, puisque nous ne faisons plus de débrief. Donc, vous aurez un débrief samedi. Ce sera du point de vue d'un supporter auxerrois. Donc, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, etc. Puis quant à nous, on se retrouve pour de nouveaux formats et d'anciens formats. Enfin bref, à plus!